On va parler avec notre invité d'un problème qui touche environ 5% des enfants, c'est la dyslexie. Odile Gollier-Augier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman de 6 enfants et si on aborde ce thème avec vous, c'est parce que votre avant-dernier, le 5e, Paul, est dyslexique. Vous avez écrit ce livre, 10, dans lequel vous témoignez de votre parcours de maman confrontée à ce problème. Alors on va revenir un peu déjà sur l'histoire de votre petit garçon. Est-ce que vous êtes douté dès qu'il était tout petit que Paul n'était pas comme les autres de vos enfants? Non, je m'en suis absolument pas doutée puisqu'il est né après 2 jumeaux. Ces 2 jumeaux avaient un retard de langage, donc j'ai trouvé cela assez naturel que Paul, ayant ses 2 frères de 2 ans seulement plus âgés que lui, ne parle pas, ne commence pas à parler. Il est rentré en maternelle, il ne parlait pas du tout et ça ne m'a pas affolée au départ. Et vous êtes commencé à vous poser des questions quand? J'ai commencé à me poser des questions quand cet enfant a eu un comportement anormal à la maternelle, qu'il est devenu agressif, dépressif, n'aimant pas l'école, il était très fatigué. Et c'était vraiment un calvaire pour lui de l'emmener à l'école maternelle. Il voulait même pas faire de la peinture. Il prenait le pinceau et il trempait ça dans le pot de peinture noire, ce qui n'était pas normal. Et là, on a commencé à se poser des questions sur son comportement. Alors ça, c'était la maternelle. Voilà. Et en fait, il a fallu l'âge de 8 ans pour qu'on diagnostique la dyslexie. Oui, parce que la dyslexie, en fait, elle se détecte après un retard de 18 mois d'apprentissage dans la lecture et l'écriture. Donc, il faut attendre, en fait, la classe de CE1 pour vraiment affirmer qu'un enfant est dyslexique après des bilans. Et alors, qu'est-ce qu'on a entamé comme prise en charge pour lui? Alors d'abord, il faut faire des bilans neuropsychologiques et puis des bilans chez l'orthophoniste. Et ensuite, il y a des rééducations qui sont ou préconisées ou ordonnées par un médecin. Et là, c'est là que le parcours du combattant commence, parce que la mère de famille est un chauffeur de taxi qui emmène toujours son enfant chez les rééducatrices. Et donc avec 5 autres enfants, vous n'avez rien à faire de toute façon de votre journée. Voilà, exactement. C'est ça, d'accord. Et vous assistiez vous-même à toutes ces séances, parce que vous avez la chance de pouvoir le faire peut-être, mais toutes c'est ce que je dis dans mon livre, j'ai vraiment eu la chance d'assister aux séances d'orthophonie, et c'est ça qui m'a donné justement envie et le courage de continuer à la maison la rééducation, d'appliquer les principes de la gestion mentale d'Antoine de la Garandrie, qui était donc utilisé par l'orthophoniste, de mettre en place des trucs et des stratégies à la maison. On va en parler effectivement, parce que puisque Paul a des difficultés d'attention et de concentration, et vous avez utilisé certaines méthodes. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai commencé par lui faciliter l'écriture, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y avait à écrire, c'est moi qui écrivais. Chaque fois qu'il y avait à lire, je lui lisais la consigne, je lui lisais les livres qu'il fallait lire. Et ensuite, j'ai justement prolongé le travail. Le principe, c'était quoi? C'est de ne pas le mettre en échec? De ne pas le mettre en échec, de lui permettre d'apprendre sans avoir à fournir l'énergie de lire et d'écrire. Puisque ces enfants, de toute façon, ils ont déjà au moins 1 an et demi de retard par rapport à leurs petits copains. Donc il faut continuer l'apprentissage, mais en même temps, il est en train d'apprendre à lire. Donc il faut le faire à sa place pour que l'énergie qu'il ne met pas dans la lecture, il le mette à apprendre ses leçons. Il y a eu autre chose aussi. Vous avez également utilisé des livres en gros caractères, des choses qui lui ont facilité la. Alors plus tard, dans les classes de CM1, CM2, j'ai commencé à recopier tous ces cours en fait. Puisque peu à peu, j'ai pris conscience qu'il y avait vraiment une autre pédagogie, une pédagogie différenciée à adopter pour lui. Donc en effet, lui présenter des documents clairs, aérés, écrits en gros. La consigne était évidente. Voilà, une écriture entre autres, surtout pas manuscrite, mais l'écriture produite par donc l'imprimante, le traitement de texte. Et bon, j'ai aussi potassé le sujet, j'ai évidemment cherché d'où venait la dyslexie, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et puis sur le terrain, j'ai compris qu'il y avait des choses qui, en effet, lui facilitaient la vie. Et ces conseils, vous les donnez dans votre livre pour les autres parents, justement. Et un point important, c'est qu'il prend de la Ritaline. Alors, comment ça a démarré? Comment vous vous êtes décidé? D'abord, est-ce qu'on vous l'a proposé tout de suite? Non, vous étiez réticente? On ne me l'a pas proposé tout de suite, mais lors des bilans neuropsychologiques, on s'est en effet aperçu que cet enfant, c'était vraiment un enfant avec des troubles de déficit attentionnel, donc TDA, sans H, c'est-à-dire sans hyperactivité. Et puis, bon, moi je n'étais absolument pas pour le médicament. On a fait 1 an d'orthophonie comme ça et au bout d'1 an, on s'est dit c'est pas possible, on n'avance pas. Il n'y arrivait pas. Au bout de 10 minutes, il bâillait en séance d'orthophonie. Il était fatigué, il était très lent, ça n'allait pas. Et à partir du moment où il a pris la Ritaline, est-ce que vous avez vu un changement spectaculaire? Ça a été le jour et la nuit. C'est-à-dire qu'il a engrangé les apprentissages, il a eu de la concentration, il a repris confiance en lui parce qu'il arrivait à apprendre. Et en fait, c'est un cercle vertueux qui s'installe. À partir du moment où l'enfant arrive à apprendre, aime l'école et devient, je dirais, un élève normal. Et on culpabilise de ne pas lui avoir donné plus tôt?
Alors, j'ai pas culpabilisé parce que je pense qu'il a fallu ce temps-là pour réfléchir à ce médicament qui est assez controversé, encore controversé. Moi, ce que je témoigne dans mon livre, c'est que chacun est en effet responsable de la décision à prendre. Mais en ce qui me concerne, ça lui a sauvé sa vie scolaire et ça nous a sauvé la vie de famille. Et justement, sa vie scolaire, comment ça se passait avec les professeurs? Est-ce qu'ils comprenaient les adaptations que vous faisiez, que vous demandiez pour lui? Comment ça se passait? Non, au départ, j'avoue que ça a été difficile, ça a été mal perçu. C'est toujours délicat de marcher sur les plates-bandes de l'enseignant qui a son domaine, qui sait ce qu'il fait, et moi, la mère de famille, qu'est-ce que je viens faire là? Vos idées à vous et votre façon à vous d'envisager ça. Oui, bon, d'abord, je pense que diplomatiquement, on y arrive. Et puis, quand on prouve que l'enfant travaille mieux, qu'il est sérieux, qu'il a des bons résultats, là aussi, c'est un cercle vertueux qui s'installe, c'est-à-dire que, au contraire, l'enseignant est demandeur d'informations, il est demandeur d'un bon partenariat. Mais c'est délicat. Et il y a aussi la partie auxiliaire de vie scolaire. Les parents qui ont des enfants dyslexiques ou qui ont d'autres problèmes d'apprentissage scolaire savent qu'on peut être aidé par ça. On dit qu'il n'y en a pas assez. Vous parlez des AVS. Des AVS, les auxiliaires de vie scolaire. Il n'y en a pas assez, il faut faire la demande auprès de la MDPH. Ce qui est encore difficile dans la dyslexie, c'est que la MDPH considère que le handicap... c'est la maison du handicap? Oui, maison des personnes handicapées. Le handicap est considéré comme reconnu par la MDPH à partir du moment où il dépasse les 50% de handicap. Or, entre 0 et 50%, il y a des enfants handicapés par leur dyslexie pour lesquels on ne fait rien. Donc, je n'ai pas demandé d'AVS, en plus je ne savais pas à l'époque. Il va comment aujourd'hui, Paul? Il va très très bien. Il est sorti d'affaires, il va à l'école avec son ordinateur, il est bien dans sa peau. Il a 16 ans et demi, il est en seconde pro. Toujours sur Ritaline? Toujours sur Ritaline. Et il est passionné de pêche et justement c'est lui qui lui-même a décidé de prendre de la Ritaline même pour aller à la pêche parce qu'il me dit maman, la deuxième heure, j'arrive plus à me concentrer. Et c'est sûr qu'il faut attendre au moins 2 heures à la pêche. Voilà. En dehors de votre livre, vous faites des formations aujourd'hui? Oui, je donne des formations aux enseignants qui sont très demandeurs, qui se sentent très démunis. Et particulièrement aussi en anglais, puisque vous savez que la dyslexie c'est une affaire de langue, et que particulièrement les profs d'anglais, ce sont les oubliés de la dyslexie, puisqu'il y existe des orthophonistes en France pour la langue française, pour la langue maternelle, et en anglais il n'existe rien pour prendre en charge ces enfants dyslexiques qui ont du mal à apprendre l'anglais. Et là vous êtes bien reçu. Oui, oui, tout à fait. Vous formez les parents aussi? Alors, je fais aussi de la formation parentale. J'ai monté une entreprise pour faire de la formation parentale. J'ai aussi aidé des enfants au démarrage de la 6e en anglais. Et puis, j'ai écrit un 2e livre sur l'apprentissage spécifique de l'anglais aux enfants dyslexiques. Alors, si vous voulez plus d'informations, donc bien sûr votre livre 10 sur 10, c'est chez Jacques André, maison d'édition. Voilà, il y a aussi un site internet qui va s'afficher 10-coaching.com, 10 DYS bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Merci.